Bonjour, aujourd'hui je vais présenter la correction des systèmes asservis. Donc les correcteurs sont généralement choisis afin d'améliorer les performances d'un système asservi. Les performances donc, sont principalement la rapidité, la stabilité et la précision. Donc la rapidité est caractérisée par le temps de réponse à 5%. Il faut avoir un temps de réponse faible. La stabilité est généralement caractérisé avec les marges de sécurité, marge de gain et marge de phase. Il faut avoir des marges de sécurité satisfaisantes. Et la précision, il y a trois types d'erreurs. L'erreur de position, l'erreur de vitesse et l'erreur d'accélération qui sont généralement étudiées. Et généralement, on essaie d'avoir des erreurs nulles pour parler de la précision d'un système précis. Alors, une fois on a fait la conception d'un système, et on s'est rendu compte que le système n'est pas suffisamment donc performant. C'est-à-dire, il n'est pas rapide, ou bien il n'est pas stable, ou bien il n'est pas rapide et stable, ou bien il n'est pas du tout précis. Donc, en fait, il y a des problèmes dans les performances. Alors, on ne va pas jeter le système à côté, hein? Donc, on va essayer d'améliorer ses performances. Alors, comment peut-on faire donc ça? Donc, en fait, l'idée vient de modifier légèrement la FTBO, la fonction transfert en boucle ouverte du système. Et pour faire ça, donc, on va insérer un correcteur juste après le comparateur. Le correcteur est placé là, et ce correcteur, qui a une fonction transfert C de P, qui va être multiplié par H de P pour trouver la FTBO, et donc le comportement de la FTBO va être modifié. Et cette modification permet d'améliorer les performances du système. Donc, généralement, le comparateur et le correcteur, ça représente le régulateur du système. C'est la partie pensante du système, c'est le cerveau du système. Donc, il faut bien aussi choisir le bon correcteur afin d'améliorer les performances. Donc aujourd'hui, on va voir donc, c'est les différents types de correcteurs qu'on peut utiliser et on va voir l'avantage de chaque type de correcteur. Alors, je vais commencer tout d'abord avec le réglage du gain de la FTBO. Donc, je prends H de P, c'est la fonction transfert du système non corrigé. Y de P, c'est le signal de commande de mon système. Donc, K, c'est le gain pur du correcteur. Donc, il permet en fait d'augmenter ou de modifier le gain de la FTBO. Augmenter ou bien diminuer, ça dépend. Donc, c'est pour ça que je dis réglage du gain de la FTBO. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous me donnez confiance. Voilà mon système. J'ai fait des mesures pour deux valeurs de K. Alors, pour K est égal à 1, c'est la courbe en bleu. Pour K est égal à 50, c'est la courbe rouge. Alors, vous voyez que pour K est égal à 1, alors c'est la réponse indicielle unitaire, ce que je présente. L'erreur de position est à peu près 50%. On a donné une consigne 1 et je me trouve avec 0,5. Ça veut dire que l'erreur de position est à peu près 50%. Donc, mon système n'est pas précis. Par ailleurs, il présente une bonne stabilité. Vous voyez que il est hyper amorti, donc, et mon système présente une bonne stabilité. Donc, on s'est dit, voilà, on va augmenter le gain de la FTBO afin d'améliorer la précision. Mais hélas, donc, en fait, la stabilité est touchée. Vous voyez, lorsque j'ai pris K est égal à 50, effectivement, l'erreur de position diminue à peu près de l'ordre de 2%. Par ailleurs, la stabilité est touchée et vous voyez que la réponse présente plusieurs oscillations et du coup, donc en fait, la stabilité n'est pas satisfaisante du tout. Donc, le réglage du gain de la FTBO tout court ne permet pas vraiment de gagner les deux performances en même temps. On peut gagner
la précision et on va perdre de l'autre côté la stabilité, ou bien on va gagner la stabilité et on va rater la précision. Donc, ce compromis entre stabilité et précision, donc c'est vraiment difficile de le trouver avec uniquement le réglage du gain pur du gain de la FTBO. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ça avec le diagramme de Nyquist. Je garde toujours le même système. Donc, je vous donne le système non corrigé avec K est égal à 1, ce qui est en bleu, c'est le diagramme de Nyquist. Vous voyez ici, ça, c'est la marge du gain. Et ça, c'est la marge de phase du système non corrigé pour K est égal à 1. Donc, voilà, donc, il présente des marges de sécurité satisfaisantes. Par ailleurs, on juge que la précision n'est pas bonne. Donc, on s'est dit, voilà, on va augmenter le gain de la FTBO. Et une fois on augmente le gain, comme si on va appliquer une monte ici sur le diagramme de Nyquist. Et donc, nous aurons en fait d'autres marges de sécurité. Et vous voyez vraiment que la marge de sécurité ici, marge de gain et marge de phase, diminue nettement. Donc, maintenant, si je diminue le gain de la FTBO, on va se trouver avec ce lieu de Nyquist. Et effectivement, le lieu de Nyquist donne des marges de sécurité meilleures, mais par ailleurs, le gain de la FTBO diminue. Et donc, par conséquence, donc, la précision est touchée. Donc la précision devient donc, médiocre et donc le système devient moins précis. Alors, voilà, donc en fait, avec le diagramme de Nyquist, qu'on arrive vraiment à comprendre que vraiment la correction proportionnelle ou bien le réglage uniquement du gain de la FTBO, souvent donc on ne peut pas vraiment arriver à gagner les deux performances en même temps, la stabilité et la précision. Alors, la solution, c'est quoi? Donc, vous savez en fait qu'ici, dans la zone droite, c'est la zone des faibles fréquences. La zone gauche, c'est la zone des hautes fréquences. Donc, nous voulons en fait trouver un correcteur qui se comporte avec un K, voilà la solution, un K supérieur à 1 lorsque oméga faible et un K inférieur à 1 lorsqu'oméga donc tend vers l'infini. Pour les hautes fréquences, K est inférieur à 1 et pour les faibles fréquences, K supérieur à 1. Donc, voilà la solution, la meilleure solution. Et donc, là, on gagne donc, du point de vue précision et du point de vue stabilité. Donc, qui va nous rendre service? Quel type de correcteur qu'on pourra utiliser afin d'atteindre ces objectifs? Voilà la réponse. Correcteur à action proportionnelle et intégrale. Alors, si on utilise l'action intégrale, ça permet en fait d'améliorer le comportement du système et ça permet de gagner donc les deux performances, donc précision et stabilité. Donc là, c'est le système non corrigé. Lorsque je lui applique une action intégrale, l'action intégrale, vous savez, en fait, l'action intégrale, c'est 1 sur taux IP. Lorsque P tend vers 0 pour les faibles fréquences, donc l'action intégrale a une importance, existe, mais lorsque P tend vers l'infini, l'action intégrale tend vers 0, et donc là, ce type de correcteur modifie le lieu de Nyquist pour les faibles fréquences dans cette zone, mais il ne va pas modifier le lieu de Nyquist pour les hautes fréquences. Voilà, donc en fait, lorsque j'applique C2P, donc le diagramme de Nyquist change se déforme, en fait, change de comportement pour les faibles fréquences. Vous voyez? Et donc là, l'action intégrale permet en fait ici d'améliorer la précision. Donc voilà. Généralement, l'action intégrale est utilisée avec une action proportionnelle. Pourquoi? Parce qu'avec l'action intégrale, on peut améliorer la précision et l'action proportionnelle,
est choisi afin d'améliorer la stabilité. Vous voyez la combinaison entre ces deux, donc permet d'améliorer donc les performances de point de vue précision et stabilité. Voilà. Aussi, il y a un autre type de correcteur qu'on peut l'utiliser, c'est le correcteur à action proportionnelle et dérivée. Donc, je reprends le même diagramme de Nyquist. Là, j'ai un petit problème. Ah, d'accord, c'est bon, c'est bon. Alors, ça, c'est pas en fait la marge du gain du système non corrigé, mais plutôt c'est la marge du gain du système corrigé, vous allez comprendre après. Donc, en fait, l'action dérivée C2P, c'est taux DP. Donc, on va utiliser un correcteur à action proportionnelle et dérivée. Donc, pour le moment, je présente l'action dérivée et on va voir l'influence de cette correction sur le lieu de Nyquist. Alors, lorsqu'on applique, vous voyez ici, taux dP lorsque P tend vers 0, donc l'action dérivée n'a pas d'importance, ne va pas modifier le lieu de Nyquist. Par ailleurs, lorsqu'oméga tend vers l'infini, donc cette action intervient et permet en fait de modifier le lieu de Nyquist. De la FTBO toujours, donc vous voyez, là donc en fait le lieu de Nyquist va être modifié pour les hautes fréquences et donc l'action dérivée permet d'améliorer les marges de sécurité, la marge du gain et la marge de phase. Donc, comment utiliser ce type de correcteur? Généralement, on l'utilise avec l'action proportionnelle et dans ce cas, l'action dérivée permet d'améliorer la stabilité et l'action proportionnelle, dans ce cas, permet d'améliorer la précision. Donc, l'action proportionnelle est choisie afin d'améliorer la précision. Par ailleurs, l'action dérivée qui intervient pour les hautes fréquences permet d'améliorer la stabilité. Voilà. Je vais maintenant présenter les régulateurs industriels qu'on utilise souvent. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le régulateur, c'est le sommateur et le correcteur. Tout ça, on l'appelle régulateur. Y de t, c'est la commande du procédé. D'accord? Epsilon de t, c'est x de t moins x mès de t. X mès de t, c'est donc la mesure qui vient de la sortie, la réponse du système. X de t, c'est la consigne. Alors, je vais commencer tout d'abord avec les actions élémentaires. On va commencer avec l'action proportionnelle. Kp, c'est un correcteur proportionnel. Y de t, comme vous le voyez ici, c'est égal à Kp, epsilon de t. Si on fait la transformée de la place, la fonction transfert C de P, qui est Y de P sur epsilon de P, c'est égal à Kp. Il y a aussi l'action intégrale. C'est de la forme 1 sur taux IP. Donc, l'équation temporelle Y de t, c'est égal à 1 sur taux I, l'intégrale de 0 à t, epsilon de t, dt. La transformée de la place de tout ça donne Y de p est égal à epsilon de p sur pti. Et donc, la fonction transfert donne 1 sur taux ip. C de p, c'est 1 sur taux ip. Avec taux i, c'est la constante de temps de l'action intégrale. Il y a aussi l'action dérivée. Donc, y de t est égal à taux d dérivé de epsilon de t par rapport au temps. Taux d, c'est la constante du temps de l'action de dérivation. Donc, la transformée de la place de cette équation permet d'itérer la fonction transfert du correcteur. C de P est égal à taux dP. Donc, les régulateurs industriels, je vais présenter les différents types de correcteurs qu'on utilise souvent. Il y a donc le correcteur proportionnel. Le correcteur proportionnel intégral, on utilise les deux actions, action proportionnelle et action intégrale. Il y a le correcteur proportionnel dérivé, on utilise les deux actions, proportionnelle et l'action dérivée. Il y a le correcteur de type proportionnel intégral dérivé, et là on utilise les trois actions. Il y a aussi le correcteur à avance de phase. Je vais commencer avec le correcteur proportionnel.
Donc, le correcteur proportionnel, je vais travailler avec donc, la fonction de transfert H2P. Alors, comme vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai présenté ces résultats. Pour Kp égale à 1, la précision, c'est à peu près, l'erreur de position à peu près 50%, donc la précision n'est pas bonne, le système n'est pas précis. Par ailleurs, la stabilité est bonne. Alors que lorsqu'on a augmenté Kp, on s'est dit, voilà, la précision s'est améliorée, c'est de l'ordre de 2%. Par ailleurs, il y a apparition de plusieurs oscillations et du coup, donc, le système n'est pas vraiment stable et la stabilité n'est pas satisfaisante du tout. Donc, comme résultat, donc assurer simultanément la stabilité et la précision avec la correction à action proportionnelle, c'est difficile. Donc, la solution, c'est utiliser un correcteur proportionnel intégral. Donc, voilà, C2P aura ce schéma bloc. Donc, voilà, donc la fonction transfert de ce correcteur, généralement, c'est de la forme Kp facteur de 1 plus 1 sur taux IP. Si on réduit au même dénominateur, ça va être Kp facteur de 1 plus taux IP sur taux I. Kp, c'est un gars réglable. Taux I, c'est la constante du temps d'intégration, donc réglable aussi. Alors, donc prenons un exemple. Je prends un correcteur. Donc là, j'ai pris le même système et je vais chaque fois faire appel à un type de correcteur pour voir vraiment l'influence de ce correcteur sur le comportement du système. Alors, j'ai pris un système qui a la fonction transfert suivante. H de P égale à 1 sur 1 plus P carré. Donc, Y de P, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le signal de commande. Ça, c'est le correcteur. Correcteur de type proportionnel intégral. Sa fonction transfert, c'est Kp facteur de 1 plus 1 sur taux IP. La première question que vous allez rencontrer souvent dans vos sujets, étudier la stabilité en fonction de Kp et taux I. Et on fait appel aux critères de Raoult dans le but d'étudier la stabilité et déduire les conditions sur Kp et taux I pour avoir un système stable. Alors, c'est très simple. Là, on se sent obligé de chercher la FTBF, la fonction transfert en boucle fermée. Donc, la fonction transfert en boucle fermée, tout calcul fait, c'est égal à cette fonction, donc Kp facteur de 1 plus taux IP sur Kp facteur de 1 plus taux IP facteur de 1 plus P carré. Alors, l'important ici, c'est regarder le dénominateur D2P. D2P qui est égal à Kp facteur de 1 plus taux IP plus taux IP facteur de 1 plus P carré. Vous essayez de mettre de la forme d'un polynôme. Donc, voilà. Donc, en fait, la première condition de Raoult, donc il faut que tous les AI existent et positifs. En particulier, il faut que K soit positif et taux I positif. Donc, ce coefficient, nécessairement, c'est positif si ces deux sont positifs. Je passe au tableau de Raoult. Tableau de Raoult. Donc, en fait, on va remplir les deux premières lignes. Donc, c'est un polynôme d'ordre 3, donc il y a 4 lignes. C'est un tableau à 4 lignes. P3, P2, donc pour remplir ici les deux premières lignes. Donc, je me base sur les coefficients des deux P. Donc, taux I, on l'écrit ici. Puis, taux I, deuxième taux I, donc en fait de P carré, on va l'écrire ici. Puis, taux I facteur de 1 plus Kp, on va l'écrire ici. Puis, Kp, on va l'écrire ici. Voilà, et on termine avec 2 zéros. On calcule le premier coefficient de la troisième ligne, c'est alpha. Alpha, puis ici, on retrouve 0, donc K automatiquement, Kp, ça va passer ici. Et donc, voilà le calcul de alpha. Ça va donner taux I au carré facteur de 1 plus Kp, moins taux I sur Kp, le tout sur taux I. Donc, ça va donner taux I facteur de 1 plus Kp, moins Kp. La condition de stabilité, 2 de Raoult, donc taux I doit être supérieur à Kp sur Kp plus 1. Donc, la condition générale, voilà. Il faut avoir cette condition vérifiée pour avoir un système stable. Donc, cette condition, en fait, est importante. Pourquoi? Parce que ça permet, en fait, de voir la plage de variation de ces deux paramètres afin d'avoir un système stable. Donc, en fait, si je prends Kp est égal à 1, il faut prendre taux I supérieur à 1,5. Voilà. Sinon, notre système va être instable. Alors, pour moi, j'ai choisi en fait ces deux valeurs qui vérifient cette relation
voilà, on est en train de tâtonner. Peut-être que ce ne sont pas les meilleurs, hein. Donc, normalement, il y a derrière une méthode, généralement, c'est hors programme pour vous. C'est la méthode Ziegler-Nichols qui permet de choisir convenablement les paramètres du correcteur. Mais là, donc, en fait, on essaie de respecter la condition de route afin de faire le choix. Moi, j'ai fait le choix. Donc, j'ai choisi KP est égal à 4 et taux est égal à 2. Et je pense que ça permet de ce choix vérifie cette condition. Donc, si vous regardez KP est égal à 4, 4 sur 4 plus 1, 4 cinquièmes, et taux est égal à 2, taux est supérieur à KP, donc ça marche très bien. Interpréter vis-à-vis les performances. Donc là, vous voyez que mon système est précis à 100%. Pour autant, il présente des oscillations. On aurait dû en fait améliorer mieux. Comment j'améliore ça? Peut-être il faut jouer sur la marge de phase que vous voyez ici. Vous voyez à peu près de 20 degrés. 20 degrés, c'est très peu. Donc, on essaie de tirer vers le bas. Si on tire vers le bas, le lieu de la FTVO du point de vue gain, donc peut-être on arrive à améliorer la marge de phase et donc le système devient plus stable. Voilà, peut-être mon choix n'était pas vraiment très judicieux et du coup, donc, le système n'est pas suffisamment stable, mais quand même, il présente une marge de phase de l'ordre de 20 degrés. Ben, tout ce comportement dépend en particulier de mon choix. Si je change le choix de ces valeurs, peut-être je trouverai un système qui est stable, donc qui présente une meilleure donc, stabilité par comparaison avec ce que je présente dans ce diapo. J'avance. Alors maintenant, je vais présenter un autre type de correcteur, correcteur proportionnel dérivé, PD. Voilà le schéma bloc de ce correcteur. Donc, la fonction transfert est de la forme Kp facteur de 1 plus taux dp. Généralement, on vous donne cette fonction transfert. Kp, c'est un gain réglable. Taux d, c'est la constante de temps de dérivation réglable. Donc, je vais refaire le même exemple avec la même fonction transfert, avec le même système. Et cette fois-ci, je vais faire appel à un correcteur donc, proportionnel dérivé. Et je pose la même question, étudier la stabilité en fonction de Kp et taux d. Alors, on cherche la FTBF, voilà, et puis je récupère D2P. D2P, c'est un polynôme d'ordre 2, et donc là, la première condition de route est largement suffisante. Donc la condition de stabilité, il faut avoir Kp plus 1 positif et 1 plus Kp taux D positif. Voilà. Donc, une fois vous trouvez D2P et d'ordre inférieur ou égal à 2, la première condition de route est suffisante pour conclure sur la stabilité. Alors, une fois on a inséré en fait, j'ai fait un choix. Donc, voilà, je présente des résultats pour ce choix. J'ai pris Kp égale à 50 et taux D est égal à 0,1. Et ces deux paramètres vérifient vraiment les conditions de stabilité. Donc, on se trouve avec un système qui présente une erreur de l'ordre de 2%. Vous voyez ici, si vous regardez y à l'infini moins y de la consigne moins y à l'infini, donc c'est de l'ordre de 2%. Et là, la marge de phase, c'est aux alentours de 40 degrés. Vous voyez, il présente une marge de phase satisfaisante. Par ailleurs, la marge du gain est infinie ici. Voilà, donc en fait, une fois on a utilisé ce type de correcteur, on a changé le comportement de la FTVO et donc on a pu en fait améliorer la stabilité. Là, donc, je vais parler un peu des trois actions, proportionnel, intégral, dérivé, et ce correcteur, on l'appelle correcteur proportionnel, intégral, dérivé. Je vais présenter tout d'abord la structure parallèle, c'est-à-dire les trois actions sont montées en parallèle. Vous voyez ici Kp, 1 sur taux I et taux dp. Donc, la fonction transfert va être la somme, Kp plus 1 sur taux Ip plus taux dp. Voilà. Donc, je vous présente la structure série pour ce type de correcteur. Donc, les trois correcteurs sont montés en série. Et donc, la fonction transfert est le produit des trois actions élémentaires. Puis, je présente PID mixte, c'est-à-dire série parallèle. La fonction transfert est de la forme Kp facteur de 1 plus 1 sur taux Ip plus taux dp.
X2 est une deuxième variante, donc série parallèle. Donc C de P, c'est KP facteur de 1 plus 1 sur taux IP plus taux DP. Voilà. Maintenant, je vais présenter un correcteur qui est super intéressant. C'est le correcteur à avance de phase. Qu'est-ce que ça veut dire avance de phase? Donc voilà, il permet d'augmenter légèrement la phase dans une zone donnée. En fait, il ne modifie pas le comportement de la FTBO pour les faibles et les hautes fréquences. Par ailleurs, on peut modifier avec ce type de correcteur le comportement de la FTBO dans une zone donnée, dans un intervalle donné de pulsation. Alors, donc ce type de correcteur modifie légèrement le comportement du système aux basses et hautes fréquences, mais il permet de rajouter une phase positive, c'est ça qu'on l'appelle avance de phase, autour du point critique de fonctionnement. Généralement, ce point critique, c'est la résonance, ou bien point où le gain s'annule afin d'augmenter la marge de phase. Il permet donc d'améliorer la stabilité sans changer les autres paramètres. Alors, prenons l'exemple. Enfin, je n'ai pas présenté la fonction transfert. Elle est de la forme C de P est égal à 1 plus A taux P sur 1 plus taux P avec A positif. Vous savez, ici j'ai un 0, ici j'ai un pôle. Si vous représentez le diagramme de tracé asymptotique, vous voyez vraiment qu'il s'agit bien d'un système qui présente d'un correcteur à avance de phase. Voilà, donc en fait, vous voyez, si vous représentez le diagramme, le tracé asymptotique, vous allez voir ici que donc ça c'est pour A égale à 1 et taux est égal à 0,1. Donc 1 sur A taux, donc ça va être 1 sur 0,2, c'est-à-dire c'est 5. Et 1 sur taux, voilà, c'est 10. Enfin, ça c'est 10 et ça c'est 5. Voilà, 5 et 10. Donc là, on va augmenter. Voilà le tracé asymptotique. Et ça permet de, voilà, il permet de faire, de rajouter une phase positive pour la FTBO. Et dans cette zone, 5 radians par seconde et 10 radians par seconde dans cette zone. Donc, voilà, ce correcteur permet d'augmenter, de rajouter une phase positive. Alors, voilà, cette phase positive, c'est phi m, ou au niveau de la pulsation oméga m. Alors, je vous donne les équations. Généralement, on vous donne ces équations dans le sujet. Oméga m, c'est égal à 1 sur taux A taux racine de A. Et le déphasage maximal, c'est sinus phi m est égal à moins 1 sur A plus 1. Alors, le phi m est choisi comment? Par exemple, moi, je veux augmenter la marge de phase de 40 degrés ou bien de 45 degrés. Donc, je prends phi m 45 degrés. Et oméga m, c'est la pulsation pour laquelle le gain il s'annule. Donc, je vais rajouter une phase de 45 au point où le gain s'annule. Donc là, ça permet de modifier légèrement le lieu de Bode pour la phase et du coup, donc en fait, la marge de phase augmente. Je vais faire une application pour mieux comprendre ça. Donc, je reprends l'exemple avec un correcteur proportionnel. K est égal à 50. Vous voyez qu'on a amélioré un peu la précision, mais vous voyez qu'il y a apparition de plusieurs oscillations. On a dit que le système devient moins stable. Et la preuve que la marge de phase ici est égale à 10. Donc, là, on va prendre... Donc, on va poser la question suivante. Comment faire pour choisir donc les paramètres d'un correcteur à avance de phase? Donc, le choix est le suivant. Donc, en fait, on va regarder où le gain s'annule. Le gain s'annule ici. Cette pulsation permet de mesurer la marge de phase. Donc, on va prendre oméga m est égal à 7 radians par seconde. Ce point, c'est 7. Ça, c'est 5, 6, 7 radians par seconde. Donc, et phi m, on va la prendre égale à 45 degrés. Donc, tout calcul fait à partir de la résolution de ce système, on trouve A égale 5,8 et taux est égal à 0,06.
Et voilà le correcteur donc, et ses paramètres, sa fonction transfert. C de P égale 1 plus 0,344P sur 1 plus 0,059P. Voilà le comportement de nouveau. Lorsqu'on a inséré ce correcteur, vous voyez en fait la marge de phase augmente et devient 45. Donc, si vous regardez le diagramme de Bode, donc il y a une légère modification dans cette plage. Et cette zone permet d'augmenter, de rajouter une phase positive, et donc la marge de phase augmente et devient 45. Vous voyez aussi la réponse indicielle. Donc, le temps de réponse est amélioré, c'est de l'ordre de 0,36 secondes. Et vous voyez, le système, il tend à est hyper amorti. Donc, en fait, la stabilité est bonne. Voilà, donc le système devient donc stable et n'est pas précis à 100%, mais la précision s'est améliorée. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine.